Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2024 et l'on a appris dans la matinée, en fin de matinée, la nomination de M. Gabriel Attal au poste de Premier ministre en succession de Mme Elisabeth Borne, qui a été, même si elle a été couverte de louanges par Emmanuel Macron, elle a été en fait renvoyée comme une malpropre, comme une domestique, pour service mal rendu d'ailleurs, mais bien rendu à Macron. Je rappelle que c'était Madame 49.3. Elle a fait 23 49.3 au cours du fait que pendant son mandat de Premier ministre, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. C'est une femme que l'on nous présente comme une femme de devoir, une femme ci, une femme ça. En fait, c'est une femme très désagréable, très acariâtre, se laissant marcher sur les pieds, comme un paillasson par Macron d'ailleurs, avalant couleuvre sur couleuvre, et qui laisse un bilan derrière elle qui est absolument épouvantable. Bon, alors assez de ces discours lénifiants qu'on entend à la télévision et qui tressent des louanges à cette dame, une dame sans aucun état d'âme, pas sympathique du tout, qui a mené à bien la réforme des retraites contre la volonté ultra-majoritaire des Français. Cette dame est une fasciste, comme d'ailleurs Macron, ils prennent des décisions contre la volonté majoritaire de la population, ce qui viole ouvertement la Constitution française, dont je rappelle que le principe, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors que Mme Borne, elle a fait en fait, comme Macron, le gouvernement de l'oligarchie euro-atlantiste, donc de ce petit cénacle international de milliardaires. C'est le gouvernement de cette oligarchie, par l'intermédiaire de l'Union européenne et de l'euro et de la Banque centrale européenne et de l'OTAN et des États-Unis, et pour le plus grand bénéfice de l'oligarchie et au détriment de l'intérêt de la France et des Français. Alors, Madame Borne ayant été recrachée comme un noyau de cerise, eh bien, après un certain nombre d'hésitations, on a donc appris que c'était M. Gabriel Attal qui était nommé. Alors, Gabriel Attal, c'est qui? Vous le savez, toute la presse en parle, mais je voudrais quand même relever 3-4 points. D'abord, il a 34 ans. C'est du jamais vu dans l'histoire de toutes les républiques, je crois, depuis qu'il y a eu la Première République, d'ailleurs, en tout cas depuis la Seconde République en 1848. On n'a jamais vu un chef de gouvernement de 34 ans. Le précédent record, si j'ose dire, avait été celui de M. Laurent Fabius, qui avait été nommé Premier ministre en 1984 par François Mitterrand, qui était un fidèle d'entre les fidèles. M. Fabius qui avait donc 38 ans et qui est resté 2 ans à Matignon. Ça s'est terminé d'ailleurs par un désastre. Et M. Fabius, ensuite, a traîné pendant des décennies sa rancœur d'avoir été au sommet de l'État pour ensuite végéter dans des arrière-antichambres et finalement obtenir, par la grâce du président de la République, d'être président du Conseil constitutionnel. Ça n'est pas une bonne chose d'être dirigé par quelqu'un de jeune. C'est une très mauvaise chose d'être dirigé par quelqu'un de très jeune. C'est d'ailleurs de la sagesse biblique qu'il s'agit, puisque si on relit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'Ecclésiaste, il y est précisé « Malheur à toi, pays, dont le prince est un enfant ». C'est chapitre 10, versets 16-20. D'ailleurs, cette sagesse biblique est pleine de sens. Comment peut-on avoir de l'autorité lorsque l'on a 34 ans, lorsque l'on est un gamin, en fait? Voilà. Quelle est l'autorité que l'on peut avoir? Quelle est l'autorité que peut avoir M. Gabriel Attal, qui va devoir être à la tête d'un gouvernement dont la quasi-totalité des ministres seront plus âgés que lui? Quelle est l'autorité que M. Attal peut avoir sur des directeurs d'administration centrale, des ambassadeurs, des préfets, qui ont, pour 95% d'entre eux, sont plus âgés que lui? Ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que M. Gabriel Attal est un enfant? Oui, en fait, oui. En fait, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Il est né avec une cuillère en argent massif ou en or dans la bouche, puisqu'il est d'un milieu particulièrement aisé. Deuxièmement, son père était un réalisateur de films assez connu. Sa mère est d'origine russe chrétienne orthodoxe. D'ailleurs, son grand-père, Alexandre de Kouris, a été le représentant de Boeing en France contre donc les intérêts français, des avionneurs français, en son temps.
Alors, né dans un milieu extrêmement favorisé, M. Attal, qui a 3 sœurs, a été envoyé dans une école privée. Bien entendu, ça fait partie de cette haute bourgeoisie française qui ne place jamais ses enfants dans le système scolaire public. Et donc, il a été envoyé dans une école extrêmement huppée, qui s'appelle l'école alsacienne, qui reçoit en général des enfants de gens très fortunés. On sait par exemple que c'est le cas des enfants de Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. On avait quand même cette fantaisie assez extravagante de voir que le ministre de l'Éducation nationale de Macron avait placé ses enfants dans l'école privée la plus chère et la plus chic de France, l'école alsacienne. Dans l'école alsacienne, d'ailleurs, M. Gabriel Attal a eu l'occasion de rencontrer Juan Branco, cet avocat essayiste polémiste, assez proche de LFI et de Mélenchon, tout en étant différent quand même. Et il y a eu à l'époque, paraît-il, des prises de bec entre l'un et l'autre. Et il y a des souvenirs d'enfance qui révèlent que telle vidéo que M. Attal expliquait dès son plus jeune âge qu'il voulait être quelqu'un de célèbre. Et comme son père le lui avait appris, il voulait être acteur de théâtre ou de cinéma. Voilà, on y est en fait. Alors, M. Attal, eh bien, n'a jamais travaillé puisqu'il à peine sorti donc de ses études, eh bien, il a fait de la politique. Il est entré au Parti socialiste. Il est entré au Parti socialiste et il a été nommé à 28 ans ministre après avoir rallié en 2016. Il a quitté le Parti socialiste et en 2016, il s'est rallié tout de suite à Macron et il a été nommé ministre en 2017, donc à l'âge de 28 ans. Ce qui témoigne quand même, il faut le reconnaître, d'un don pour l'intrigue et pour se placer qui est assez extraordinaire, parce que des ministres de 28 ans, ça ne pullule pas dans notre histoire nationale. Donc il a déjà réussi à se caser de cette façon, notamment quand il était ministre des Comptes publics. Et puis ensuite, il s'est ingénié pour toujours éviter les mauvais coups. Sur un certain nombre de sujets très polémiques en général, il s'est mis aux abonnés absents. Et puis le fin du fin, c'est de maîtriser sa communication. En 2020, et là on entre dans le vif du sujet, en 2020, il a été recruté par Klaus Schwab, donc le patron du World Economic Forum, du Forum économique mondial de Davos. Il a été sélectionné pour être Young Leader du Young Global Leaders, un jeune leader du monde globalisé, en 2020. Et puis, accessoirement, en 2023, en avril de l'an dernier, il a fait partie du groupe de Bilderberg, réuni en Espagne. Ça veut donc dire que ce monsieur a été présélectionné par Macron et par les gens qui sont derrière Macron, c'est-à-dire l'oligarchie euro-atlantiste. Et donc, il a été adoubé par son entrée dans le club des Young Global Leaders. Alors, Young Global Leaders, c'est quoi? Eh bien, il faut que vous trouviez la liste, vous la trouvez facilement sur Wikipédia, et on y trouve quand même toute une série de gens, ça frappe l'imagination. Regardez avec moi cette liste. Il y a tout d'abord Emmanuel Macron lui-même, qui a été Young Global Leader. Il y a également Madame Jacinda Ardern, qui a été pendant plusieurs années première ministre de la Nouvelle-Zélande, où elle a pratiqué une politique tout à fait de soumission complète à l'empire euro-atlantiste. Il y a d'ailleurs des photos d'elle qui circulent et où on voit, lors d'une réunion, elle était quasiment à 4 pattes devant le président des États-Unis. On trouve aussi Madame Sanna Marin, qui a été première ministre de Finlande à 34 ans, décidément, et qui en est partie récemment, après avoir fait ce que les Américains espéraient depuis des décennies, c'est-à-dire qu'elle a fait entrer la Finlande dans l'OTAN et elle s'est fait embaucher, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelque temps, elle s'est fait embaucher par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair dans l'Institut Tony Blair pour le développement, je sais pas quoi, qui est très actif notamment en Afrique pour le compte des États-Unis. Il y a également parmi les Young Global Leaders Alexandre De Croo, qui est actuellement Premier ministre de Belgique. Il y a aussi parmi les Young Global Leaders Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, que l'on ne présente plus, mais qui lui aussi est arrivé au pouvoir très très jeune et qui est pieds et poings liés devant la puissance américaine. Il y a parmi les Young Global Leaders du World Economic Forum aussi l'inénarrable,
l'inénarrable Madame Marlène Schiappa, l'ancienne ministre qui a terminé sa carrière ministérielle en posant dans Playboy, vous vous rappelez sans doute, de cette femme qui n'a fait que des scandales, en fait, qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Ajoutons également parmi les Young Global Leaders Madame Annalena Baerbock, qui est ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne actuelle, qui est arrivée ministre, elle avait 40 ans, et qui est, tout le monde le sait, elle est censée être verte ou écologiste. En fait, elle serait plutôt vert de gris. Elle soutient de façon farouche la guerre contre la Russie par Ukraine interposée. Madame Annalena Baerbock, qui est de notoriété publique, d'une incompétence extraordinaire, et qui est sans doute la plus mauvaise ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Alors, tout ceci, eh bien, on commence à voir apparaître un profil. Le profil que l'on voit apparaître, c'est le profil de quelqu'un qui n'a aucune expérience professionnelle, qui n'a fait que de la politique. Deuxièmement, qui est ministre depuis 6 ans, et il est devenu ministre à 28 ans. Voilà. Donc, qui ne fait que ça, il ne fait que de la politique. Troisièmement, alors il est marié, mais il est marié avec un homme, il est pacsé avec Stéphane Séjourné. Mais Stéphane Séjourné, c'est le le secrétaire général du groupe Renaissance, Renew au Parlement européen. Et Stéphane Séjourné va être la tête de liste de Renaissance aux élections européennes. Donc on va avoir quelque chose d'assez incroyable pour la première fois. On aura la tête de liste du parti présidentiel pour les élections européennes qui est marié avec le Premier ministre du gouvernement. On n'a jamais vu ça. Bon. Donc, on est dans un tout petit cénacle extrêmement restreint. J'ajoute que M. Gabriel Attal donne l'impression d'être assez malin. Il a peut-être plus de flair politique que d'autres. Lorsqu'il a pris ses fonctions au ministère de l'Éducation nationale, il a compris qu'il fallait donner une espèce de coup de barre à droite parce que la population française le réclamait. Donc, il a réintroduit l'idée des uniformes, l'interdiction de l'abaya à l'école, l'idée de réintégrer, renouveler les redoublements. Ce sont des réformes qui permettraient peut-être de redresser un petit peu l'éducation nationale. Encore faudrait-il que ça s'accompagne de beaucoup d'autres choses, et notamment d'un réarmement civique, d'un réarmement moral, que l'on apprenne aux jeunes Français les disciplines de base que sont la langue française, l'écriture, lecture, le calcul, les mathématiques, la géographie et l'histoire nationale. Mais ça, il faudrait donc revenir sur des décennies en fait de décrépitude de notre enseignement, où tout a été fait en fait dans l'enseignement public, dont il ne sort pas puisque lui était dans l'enseignement privé, des décennies dans l'enseignement public pour abaisser le niveau de nos jeunes concitoyens. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est très habile en matière de communication. Il a fait très fort. Il est d'ailleurs assez populaire suite à ses annonces faites au ministère de l'Éducation. Mais ce ne sont que des annonces, en fait, puisque je rappelle que Mme Borne a fait 3 gouvernements successifs et que le dernier de ces gouvernements avait été nommé le 20 juillet dernier. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, M. Gabriel Attal a été ministre de l'Éducation pendant 5 mois. Alors au moment où je parle, on ne sait pas ce qui va advenir. Des rumeurs circulent comme quoi il serait à la fois Premier ministre tout en conservant le poste de ministre de l'Éducation nationale. Nous allons voir ce que ça va donner, mais si tel n'est pas le cas, ça montrera que le ministère de l'Éducation nationale, finalement, eh bien, est un ministère qui est considéré, quoi qu'en dise M. Macron, comme un ministère subalterne où on change les ministres allègrement. Mais ce qui est le plus important dans toute cette histoire, en définitive, eh bien, c'est que M. Attal est profondément incompétent. Premier ministre français, c'est quand même quelqu'un qui doit, comme le président de la République, il doit avoir de la bouteille. C'est quelqu'un qui doit avoir au moins 50 ans, 55 ans, 60 ans, pour avoir eu une longue carrière politique et administrative, avoir eu des déboires tout au long de sa carrière, avoir monté des hiérarchies, avoir connu des échecs. Et savoir aussi ce qu'il faut, là où il faut être ferme sur des convictions, et puis là où il faut savoir temporiser, voire céder lorsqu'on se heurte à une opposition massive de la population. Or, M. Attal n'est rien de tout cela.
Son expérience en matière internationale est exactement égale à des clopinettes. Monsieur Attal, par ailleurs, est évidemment un opportuniste né. Son seul objectif, c'est qu'on parle de lui dans les journaux. C'est d'ailleurs réussi, il faut le lui reconnaître. C'est un opportuniste et un narcisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien entendu, il est pro-européen. D'ailleurs, son mari va être tête de liste aux élections européennes. Donc, monsieur Attal, est un ultra pro-européen. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il va se retrouver exactement dans la même position que Madame Borne ou que tous les prédécesseurs, et que M. Macron lui-même, c'est-à-dire obligé d'appliquer les règles des grandes orientations des politiques économiques imposées par l'Union européenne, par exemple, obligé d'appliquer les directives envoyées par la Commission européenne dans tous les domaines, obligé de suivre la politique en matière migratoire de la Commission européenne, et notamment de la commissaire européenne, Madame Ylva Johansson, la commissaire de nationalité suédoise, dont je rappelle qu'elle a dit que l'objectif de la Commission européenne, c'est de faire entrer chaque année 3,8 millions à 4 millions de migrants par an dans l'ensemble de l'Union européenne, avec ensuite possibilité de se répartir sur tout le territoire. Donc en fait, M. Attal va nous faire, très probablement, parce qu'il est habile du point de vue médiatique, il va très probablement nous faire des déclarations à l'emporte-pièce qui vont plaire à la population, du style « il faut absolument remédier à une immigration torrentielle, je ne me permettrai pas ci et ça », et puis au bout de 3 mois, 6 mois, on verra, il n'en restera rien d'ailleurs, comme d'ailleurs il ne restera pas grand-chose de son passage dans les ministères. Ce qui est resté quand même aussi dans son passage, c'est quand même une tendance à un extraordinaire mépris de classe, un mépris pour les Français, on l'a vu notamment au moment de l'affaire des injections ARNM, puisqu'il a tenu des propos absolument scandaleux sur le thème qu'en fait, il fallait emmerder les Français qui ne voulaient pas se faire vacciner. Tout ceci du haut de ses 33 ans. Voilà, c'est exactement le profil du personnage. Alors, je voudrais conclure cette petite présentation par le fait qu'en ce moment, il est en train de choisir ses ministres. Je suppose que la montagne va accoucher, comme d'habitude, d'une souris, puisque j'imagine que M. Lecornu ou que M. Le Maire, qui, paraît-il, d'après les journaux, s'était vivement opposé à la nomination de Gabriel Attal à Matignon, et évidemment, et pour cause, puisque ça leur fait de l'ombre quant à leur propre projet de destin national, eh bien, je suppose qu'ils vont être maintenus dans leurs fonctions. Donc, très probablement, Le Maire sera ministre des Finances sous l'autorité de M. Attal, après avoir eu sous son autorité M. Attal, quand celui-ci était ministre des Comptes publics. Bon, M. Lecornu, sans doute, va rester ministre de la Défense. Bon, on va donc avoir quelques personnalités qui vont changer. On dit que Mme Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, pourrait être débarquée. Ça serait finalement pas mieux. Elle était de toute façon complètement évanescente et transparente. Mais on sait très bien que M. Macron, c'est lui qui est à la manœuvre et c'est lui qui imposera, en fait, quelqu'un qui soit à sa botte. D'ailleurs, qui n'a pas de marge de manœuvre. On aura sans doute comme ministre de l'Intérieur Darmanin. Je ne vois pas que Darmanin lui aussi s'est opposé, paraît-il, à la nomination de Gabriel Attal, puisque tout ça, c'est en fait une cour de crocodiles, de petits crocodiles, de Rastignac qui se détestent les uns les autres. Et donc, entre Darmanin, Attal, Le Maire, Lecornu, etc., c'est qui veut être calife à la place du calife, sans compter qu'il y en a à l'extérieur, au premier rang desquels, évidemment, Édouard Philippe. Alors on verra qui est-ce qui va être nommé. Il semblerait qu'un certain nombre de ministres qui ont des soucis vont peut-être s'en aller. Madame Agnès Firmin-Lebaudot, qui a été nommée le 20 décembre, devrait repartir assez rapidement, puisqu'on a découvert, c'est l'ancienne pharmacienne du Havre, et qu'elle avait accepté des dizaines de milliers d'euros de cadeaux, notamment du laboratoire pharmaceutique Urgo. Bon, elle va sans doute partir. On dit que la ministre de la Culture pourrait être également amenée à préparer ses valises, etc., etc. Donc il va y avoir très probablement quelques innovations.
C'est le bien moins qu'on puisse dire. Mais la structure des ministres les plus essentiels ne devrait pas changer. Et je serais surpris que Darmanin, Le Maire ou bien Lecornu changent. Ou alors peut-être Lecornu allant aux affaires étrangères, un jeu de chaises musicales de cette nature. Alors ça c'est le premier point, c'est que en fait on va avoir de la communication, etc. Mais au bout du compte, les choses ça ne change rien. Mais de rien à rien sur le fait que la France est complètement assujettie à l'Union européenne, à l'euro, à la Banque centrale européenne, à l'OTAN, aux États-Unis, et également à la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche, ça change quelque chose en matière de politique intérieure et de politique tout court. C'est que maintenant, avec l'arrivée d'un Premier ministre de 34 ans, et c'est l'illustration alors parfaite, je suis désolé de me citer en exemple, mais c'est quand même la vérité, que c'est l'illustration exacte de la vidéo que j'ai publiée en avril 2023, donc il y a 8 mois, qui s'appelle « Pourquoi cet étalage de blanc-bec en Occident ?» où l'on voit dans tous les pays occidentaux arriver des chefs d'État ou des chefs de gouvernement qui ont moins de 40 ans, même moins de 35 ans, voire, comme c'était le cas avec Sebastian Kurz en Autriche, Young Global Leader du World Economic Forum, était arrivé au pouvoir à 28 ans. Voilà. Alors revoyez ma vidéo sur cette épidémie, cette pandémie de blanc-bec en Occident et tout ce que j'explique, ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière, c'est de promouvoir des gens sans expérience, des politiciens uniquement préoccupés de communication, n'ayant pas le vécu des échecs, n'ayant pas le vécu d'une vie, n'ayant pas d'érudition, si ce n'est qu'un vague truc l'ivresse, ne s'étant jamais confronté à des pays sur la scène internationale, à des intérêts nationaux divergents, ne sachant faire en fait que de faire le beau, de faire le petit toutou devant l'oligarchie qui lui donne un sucre en le nommant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le monde occidental, et très particulièrement les pays européens et le Canada, et puis l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont désormais des terres où, pour accéder au pouvoir suprême, il faut être incompétent, sans expérience professionnelle, n'ayant ni foi ni loi, et traître à sa patrie, puisque l'objectif est en fait de soumettre son propre pays à une oligarchie internationale qui n'a de cesse, par exemple s'agissant de la France ou de l'Allemagne, qu'en fait de démanteler le pays, de détruire son économie. C'est quand même ça la vérité. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que là-dedans, les Français ne voient pas une balle passer. À aucun moment, on ne demande aux Français ce qu'ils veulent. Normalement, l'esprit des institutions voulues par Charles de Gaulle, comme d'ailleurs l'esprit de la démocratie, eût voulu que face aux problèmes rencontrés par Macron, et notamment ces dizaines d'articles 49.3 utilisés par Madame Borne, eh bien normalement il aurait fallu avoir une dissolution de l'Assemblée nationale pour recueillir l'avis des Français. Donc là, ce que fait Macron, c'est encore une entourloupe, c'est-à-dire maintenir une majorité qu'il n'a pas, puisque c'est une minorité qui le soutient, tabler sur le fait que ce sont des faux opposants qui font semblant de s'opposer, mais qui ne s'opposent pas et qui, en fait, n'arrivent jamais à s'entendre pour faire chuter le gouvernement. Et puis, promouvant une personnalité jeune, pour faire jeune, justement, et pour être dans le vent. Ça va avoir une conséquence très importante, je pense, sur les autres dirigeants. Parce que moi, je sais que je voyais un certain nombre de trolls qui considèrent que, compte tenu de mon âge, eh bien ça va, il faudrait que je parte à la retraite, que j'ai fait mon temps, etc. Mais j'observe que désormais, ce sont les gens de plus de 40 ans qui, maintenant, sont dans la même classe que moi. Hein, c'est comme il y a 20 ans, le qualificatif d'extrême droite suffisait à pestiférer une personnalité. Mais maintenant, comme 90% des gens sont d'extrême droite, dès lors que, par exemple, vous refusez de ne pas soutenir le gouvernement néo-nazi de Zelensky en Ukraine, vous êtes d'extrême droite. Dès que vous commencez à trouver qu'il y a peut-être de l'abus sur les libertés publiques en Europe, que vous critiquez l'Union européenne, vous êtes d'extrême droite. Donc maintenant, tout le monde est en extrême droite. Eh bien, c'est finalement pas plus très discriminant. Mais la même chose est en train d'arriver maintenant avec l'âge. C'est-à-dire que maintenant, si t'es pas Premier ministre à 34 ans, ben t'as raté ta vie. Voilà. Si t'es pas président de la République à 38, t'as raté ta vie. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que
Madame Le Pen a du souci à se faire. Elle a 55 ans, Madame Le Pen. Hein. Elle est vieille. Elle est vieille comme Hérode. Hein. Elle est un peu plus jeune que moi, mais elle est vieille. C'est une vieille. Voilà. De la même façon que monsieur Édouard Philippe, à 53 ans, excusez-moi, mais ça y est, il est plus près de la fin que du début. Et donc Édouard Philippe dégage. Ça veut dire que l'oligarchie, au passage, a dû se rendre compte que lancer Fantomas, dont la principale caractéristique c'était qu'il perdait ses poils. Il a lancé un bouquin là, des lieux qui disent que ça a été un flop total, personne n'a acheté ce truc-là, sauf éventuellement les gens qui étaient stipendiés par le parti Horizon pour le faire. Il suffit de voir le bide complet que font les déclarations de M. Édouard Philippe sur Internet. Je rappelle que notre chaîne de télévision UPR TV a dépassé 91 millions de vues cumulées, alors que la chaîne du parti Horizon en est à 67 000 vues. Donc c'est fou. Donc M. Édouard Philippe est rejeté par la population de façon massive, et donc l'oligarchie a dû se dire bon allez, Édouard Philippe, tout ça c'est trop âgé, on balance, voilà. Même d'ailleurs M. Laurent Wauquiez, qui a 48 ans, ça commence à... Non, il est trop vieux en fait. Hein, voilà. Donc Laurent Wauquiez, Madame Le Pen, M. Édouard Philippe, tout ceci, ça va passer à la trappe. Maintenant, il faut avoir moins de 34 ans. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y en a un qui doit se sentir des ailes, c'est M. Bardella. Bardella, d'ailleurs, qui est choyé par l'oligarchie, parce que Bardella, c'est un Gabriel Attal 2.0. C'est exactement ça. D'ailleurs, il dit la même chose à peu près que Gabriel Attal dans tous les domaines. Ils se ressemblent, d'ailleurs. C'est à peu près le même genre de personnage. Donc, en fait, eh bien, le Rassemblement national est en train de se faire couillonner. Mais alors, les électeurs du RN, c'est d'une certaine façon, c'est triste. Mais les électeurs du Rassemblement national vont se faire couillonner d'une façon extraordinaire s'ils votent pour Bardella, comme les électeurs de Madame Meloni en Italie. Pareil pour Reconquête. Bon, Zemmour, il a plus de 60 et quelques années, donc c'est terminé. Il est comme moi. Donc tout ça, c'est au rebut. Et donc maintenant, ça va être Marion Maréchal qui, d'ailleurs, à 34 ans, je crois, il serait temps qu'elle se lance. Hein, parce que sinon, voilà, Monsieur Bardella, lui, il a 28 ans. Voilà. Alors, il va falloir regarder dans les années qui viennent s'il n'y a pas des petits jeunes qui ont 22 ans qui pourraient devenir président de la République à 24 ans. Ça serait encore mieux pour l'oligarchie. Au total, vous l'avez compris, ça prouve que la France et les pays européens, ça ne tourne plus rond. Ça ne tourne plus rond. On ne peut pas avoir des gens sans expérience qui dirigent un pays qui était quand même... récemment encore la 5e puissance mondiale, maintenant qui est la 7e ou 8e puissance économique mondiale, qui est la France. Voilà. Ça veut dire qu'il y a du souci à se faire du côté du Rassemblement national. Je pense que du côté de Reconquête, il va y avoir aussi des gens qui vont avoir des fourmis dans les jambes. Pareil aussi du côté du PS ou du côté de LFI, puisque Mélenchon, c'est autant dire qu'alors lui, la date de péremption est passée depuis longtemps. Je terminerai quand même aussi sur un point fondamental. C'est que ce qui se passe est la confirmation exacte de ma vidéo que j'annonçais, dont j'ai parlé tout à l'heure, sur l'épidémie de Blanc-Bec. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça n'est pas du complotisme. Une pensée est juste lorsqu'elle tient la route année après année, c'est le premier point, qu'elle n'est pas démentie par l'histoire, mais une pensée se révèle exacte lorsqu'elle permet de prévoir les événements. Or, l'analyse que j'ai donnée aux Français sur cette affaire de Blanc-Bec permet de comprendre pourquoi Attal a été choisi comme Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, comme Justin Trudeau au Canada, comme Madame Sanna Marin en Finlande, comme Alexandre De Croo en Belgique, etc., etc. Ça permet de comprendre la stratégie de l'oligarchie. Donc ça permet de montrer que les prétendus fact-checkers qui sont en train de chanter les louanges de Gabriel Attal, eh bien, sont maintenant sur le reculoir parce qu'ils ne peuvent plus expliquer cette avalanche de coïncidences. Ce ne sont plus des coïncidences à ce niveau, c'est une politique déterminée. J'en tirerai donc une dernière conclusion qui s'adresse directement au peuple français. Toutes les personnes qui m'écoutent. Il y a un moment à partir duquel il ne faudra plus se plaindre. Il ne faudra plus que les Français se plaignent si, par exemple, aux élections européennes, ils votent comme des zombies pour la liste du mari de Gabriel Attal, M. Stéphane Séjourné.
Il ne faudra pas qu'ils se plaignent s'ils votent pour M. Bardella, qui est encensé par les médias parce qu'il a 28 ans. Puisque M. Bardella, en fait, est complètement aligné sur toutes les positions de l'oligarchie euro-atlantiste, y compris d'ailleurs contre la Russie. Il ne faudra pas qu'ils se plaignent s'ils votent pour Madame Marion Maréchal, qui est également complètement alignée. Ce n'est pas parce que elle, comme Bardella, mais plus que Bardella, tape matin, midi et soir sur les immigrés et les musulmans, qu'en fait elle a un programme politique qui tient la route. Pas du tout. Il ne faudra pas que les Français se plaignent s'ils votent pour le jeune candidat du Parti communiste français qui a 28 ans et qui, en fait, comme M. Roussel et comme le Parti communiste français, veut rester dans l'Union européenne. Donc maintenant, c'est chez les Français que la situation se trouve. Si les Français se disent « Ah, mais attendez, Gabriel Attal, il faut lui donner sa chance », j'ai entendu ça souvent. Des gens qui m'ont dit « Bah oui, j'ai voté Macron parce qu'il fallait bien lui donner sa chance. » Après, j'entends des gens qui disent « Bah attendez, quand même, Gabriel Attal, on va lui donner sa chance. » Mais qui décide de donner sa chance à qui ? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas ma chance à moi ? Pourquoi est-ce que les Français ne donnent pas leur chance aux membres de l'UPR, de la liste de l'UPR ? Qui c'est qui décide qu'on ne doit pas nous donner notre chance ? Donc j'en reviens à ce que je dis depuis maintenant de plusieurs semaines. Ça va être le grand débat, le grand combat de 2024. En 2024, le 9 juin, pour les élections européennes, donner la chance à quelqu'un qui n'a pas été choisi par l'oligarchie et qui, au contraire, est caché par l'oligarchie. L'antidote à Gabriel Attal, c'est moi. Vive la République, à bas l'Union européenne et vive la France.